Si le Café de la Marine est enregistré derrière, là, dans la Cité de la Voile, en fait, tout se passe ici, hein, dans le car régie de Jean-Paul, hein, tu vois. Et aujourd'hui, sous le gros soleil lorientais, on a un invité sensationnel parce que c'est François Gabard. Il y a 15 jours, il gagnait la Transat Bakerley. Il repart, il est en procédure de départ pour rentrer sur le bateau en mode record. Avec lui, évidemment, on va parler de tout ça. On va parler aussi de la Transat New York-Vendée qui se fait. On va parler de tas d'autres choses avec lui et avec Gilbert. Je m'en vais vite les rejoindre pour ce beau numéro de juin du Café de la Marine. Action, Jean-Paul. Top générique. Salut à tous, bienvenue dans cette Cité de la Voile. On va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ? On va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route de Rome? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Salut à tous, bienvenue à Lorient-la-Base, bienvenue au Café de la Marine du Télégramme. Bienvenue sous ce beau soleil. Salut Gilbert. Salut Jimmy. Et bienvenue à notre invité de prestige, de tout récent vainqueur de la Transat Bakerley, François Gabard. Bonjour. Salut François. Gilbert, est-ce qu'on peut parler de grand chelem maintenant pour François? Jimmy, oui, on peut le dire, puisqu'il enfile les victoires comme les perles, une chaque année. Vendée Globe, Route du Rhum en 60 pieds IMOCA, Transat Jacques Vabre en double avec donc Pascal Bidégory et Transat Bakerley en solitaire. Donc c'est un sans faute. Alors François, c'était ta grande première aussi en solitaire sur ce trimaran. Et puis donc tu ajoutes une nouvelle victoire à ton palmarès. À 33 ans, l'âge de Tabarly, quand il a remporté cette Transat mythique. Qu'est-ce que ça représente justement cette Transat pour toi? C'est vrai que c'est un peu la Transat historique parce que c'est une des plus vieilles, si ce n'est la plus vieille Transat. Et elle a quand même un rôle très important, je pense, dans ce qu'est la course au large et la voile aujourd'hui. C'est grâce à Éric Tabarly, grâce à sa victoire dans cette Transat et par la suite, je crois qu'il a vraiment réussi à populariser, à démocratiser la voile. Si la voile est aussi magique, la course au large en solitaire fonctionne très bien en France. Je pense que c'est en partie grâce à ces années-là où il s'est passé quelque chose en France qui ne s'est pas passé dans les autres pays. Hein. On est le seul pays au monde où il y a une effervescence populaire pour ce sport et cette activité-là. C'est aussi peut-être, et je pense que c'est grâce à ça. Excuse-moi, c'est peut-être aussi grâce aux Anglais qui en 76 ont dit on arrête à 60 pieds et aux Français qui ont créé la route du Rhum. Il faut remercier les Anglais. Tu vois, et aux Français qui ont créé la route du Rhum. Oui, mais je pense que la route du Rhum, le Vendée Globe, toutes ces grandes courses qui sont créées après, c'est un peu issu de cette transat anglaise et on est là c'est la voile avec Tabarly, mais c'est vrai que voilà, on doit beaucoup à Eric, évidemment. Alors, comment tu as géré cette première en solitaire, justement, François? Pardon, Jimmy. J'ai essayé de faire ça du mieux possible. C'est vrai que c'est compliqué de s'attaquer à un nouveau défi, de naviguer en solitaire sur des bateaux comme le trimaran massif. C'est compliqué. Je ne savais pas trop. Moi, j'avais une petite idée quand même. Moi, j'ai une petite expérience maintenant au large en solitaire. J'avais une expérience en multicoque, sur des petits multicoques. En tout cas, j'ai navigué en Tornado pendant quelques années. Donc voilà, j'avais cette petite expérience, mais ça, je n'arrivais pas forcément à faire le lien. J'ai eu la chance de travailler avec Pascal l'an dernier, qui m'a quand même beaucoup aidé dans l'apprentissage de ces bateaux-là, et même ces dernières semaines, juste avant la Transat anglaise. Pascal nous a aussi beaucoup aidé là je dis nous, à toute l'équipe là, pour progresser sur le bateau. Et voilà, et puis après on essaie de prendre petit à petit, journée par journée, heure par heure, et voilà. Quand tu pars larguer les amarres de tes copains pour la première fois en solitaire, c'était la première fois presque. Tu n'avais même pas fait de qualification. C'était nécessaire. J'avais fait une qualif, mais avec du monde à bord. Avec du monde à bord. Du monde à bord ouais. qui touchait à rien, quoi. Alors l'émotion, c'est vrai que t'avais un peu les pétoches. C'est pas les pétoches, mais il y a quand même une émotion qui est vraiment particulière. C'est vrai que je me suis fait la réflexion après. Déjà, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, j'ai eu le temps de dire au revoir à personne, quoi. Parce que d'habitude, tu montes sur le bateau, puis il y a tout le monde qui s'en va au fur et à mesure, et puis tu fais au revoir, au revoir, au revoir. Et c'est des moments qui sont quand même super chouettes et très forts. Et là, je me suis retrouvé, j'ai sauté sur le bateau, ligne de départ. Tu as quand même un bateau de 30 mètres, 23 mètres de large à gérer, donc c'est compliqué, près des côtes, avec un petit peu des bateaux autour de soi, c'est compliqué. Et puis voilà, tu bordes les voiles, tu pars, et tu as à peine le temps de finir de border les voiles, tu te retournes, et puis non, il n'y a plus personne, c'est terminé. Voilà. Et puis voilà. Donc, ça fait un peu, ça surprend un peu, mais ouais, c'est un peu
c'est symbolique et en même temps ça représente bien ce que sont ces bateaux. Hein. Ça va très vite. Et en 4 heures, t'as t'es à pas le temps Ouessant. d'anticiper. C'est ça, et en 4 Voilà. heures, t'es à Ouessant. Ouais, je pense que ça Voilà. doit être à peu près. Enfin, oui, on a traversé à 25 nœuds, je pense, de moyenne la Manche. Donc, ouais, en 4 heures après, t'es déjà à Ouessant et le lendemain, t'es au Cap Finistère. Ouais. Voilà, et justement, ça va très vite. Et comment on gère justement le stress engendré par un bateau de 30 mètres qui vole la plupart du temps à 35 nœuds, François? Bah, il faut arriver à bien sentir le bateau. C'est sûr que les premières heures de course, par exemple la traversée de la Manche, qui était dans des conditions qui étaient relativement faciles. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de vent, la mer relativement calme. C'est vrai que les premières heures, t'es quand même. C'était l'écoute de grand tu voile. essayes de sentir main. le bateau et c'est pas simple. Je pense que ce type de conditions à la fin de la course aurait été. Voilà, quand tu arrives à sentir le bateau, tu es beaucoup plus fin, tu es beaucoup plus précis dans tes réglages. Là, au début, tu t'es un peu surpris. Mais tu dis, excuse-moi François, tu dis, je n'ai pas lâché d'écoute pendant la traversée de la Manche. Ça veut dire quoi? Tu peux nous expliquer? Je l'ai pas beaucoup lâché de toute la traversée. En fait, comment tu peux faire alors? Parce que t'as que 2 mains, à ma connaissance. Plus la Donc, il faut télécommande de barrer, pilote. Une pour l'écoute et une pour la télécommande de pour le pilote. reste. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Bah ouais, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Non, c'est clair que t'as vraiment, mais c'est pour la traversée de la Manche. Disons que je l'avais à la main et sorti du self, c'est-à-dire en direct. Ouais, et ça, c'est sûr que toute la traversée, à 95% du temps, parce qu'on était sur une allure à 70-80 degrés du vent, donc une allure où tu peux te permettre sur de la mer plate comme ça, et du vent pas très fort, d'être quasiment coque centrale hors de l'eau. Et ce qui était le cas, il y a un bon partie du temps où la coque centrale est hors de l'eau. Mais voilà, dans ces conditions-là, si tu as les coups dans la main, justement, ça le fait. Mais d'une manière générale, sur ces bateaux-là, tu as toujours les écoutes qui sont pas très loin parce que c'est un multicoque. Il est super joli, mais ça se retourne et ça chavire. Donc il faut être prêt à choquer à tout moment quand tu dors, quand tu manges, quand tu fais la météo. Éventuellement même quand tu manœuvres et quand tu es justement même sur le pont devant. Alors on a les systèmes automatiques de largage d'écoute automatique, hein, j'ai un upside up là, donc dès que s'il y a une gîte qui est détectée supérieure à un niveau qu'on définit, les coudes se relâchent tout seuls, elle est dans un taquet qui se largue, mais le reste du temps tu as toujours les coudes dans la main. Ouais. Vous avez eu une trajectoire très sud qui était imposée en fait par la météo du départ, et en fait tu as parcouru 4643 milles à la moyenne de 23,11 nœuds. C'est assez impressionnant quand même en solitaire. Oui, c'est vrai que la trajectoire qu'on a eue très sud, on peut se la permettre parce qu'on a des bateaux qui vont vite. Et il faut bien comprendre que plus les bateaux vont aller vite, plus on pourra se permettre de faire un détour pour aller dans des conditions qui sont meilleures. Et c'est clair que voilà, en partant sous l'anticyclone, on arrivait à aller dans des conditions au portant où, même si on avait un peu de mer au début, ça s'est un petit peu calmé après. Donc voilà, il ne faut pas hésiter avec ces bateaux-là d'aller chercher des conditions favorables. Et pour nous, c'était très simple, très clair, c'était au sud des Açores. Ça veut dire que des conditions hyper favorables pourraient te faire traverser l'Atlantique dans le sens est-ouest, en presque 3-4 jours de moins? Écoute, c'est assez simple. Le record aujourd'hui en solitaire, c'est 5 jours 2 heures. C'est Francis Joyon sur les decks qui l'a. Donc, oui, tu veux dire avec des conditions favorables? Je pense qu'il y a pas. Je pense que les créneaux pour traverser d'Europe vers les États-Unis, je pense elles sont plus rares, mais en effet, dans des conditions exceptionnelles, avec un anticyclone qui serait très haut, où on serait très proche de l'orthodomie, peut-être assez proche. On aurait juste le problème de la fin sur les États-Unis, mais proche peut-être des conditions de la route du Rhum que Lionel Le Monchot avait gagné, où ça allait très vite. Dans ce genre de conditions, en effet, on peut imaginer traverser en 5-6 jours, mais ça serait compliqué et les conditions seraient rares. Alors François, quand on te voit comme ça parler tranquillement, reposer, on a l'impression que c'est facile, mais tu étais quand même assez entamé à l'arrivée à New York, parce que ça n'a pas été une victoire comme ça qui est arrivée toute seule. Et je te cite d'ailleurs, je ne me suis jamais autant impliqué physiquement, je suis cramé, c'est à l'arrivée, je ne sais pas combien de temps il me faudra pour m'en remettre. Je ne me sens pas capable d'en faire 2 comme ça dans l'année. Donc c'est... oui, parce que c'est super. si, c'est vrai. Si, parce que là, je repars sur un exercice qui est différent, qui est dans l'autre sens. Hein, et si on se débrouille bien, normalement, je devrais partir, donc j'espère, dans une bonne fenêtre pour faire le record. Je vais partir dans le bon sens. C'est-à-dire que je vais partir, je l'espère, avec une dépression. Et si on est dans un temps de record, je ne vais pas changer de voile autant que ce que j'ai pu faire sur la course précédente. Donc j'imagine et j'espère qu'il y aura moins de manœuvres, qu'il y aura évidemment le stress de la vitesse, la concentration nécessaire. Déjà, si je suis dans les temps des records, ça devrait tourner autour de 5 jours.
donc c'est un peu plus court. Et a priori, il ne devrait pas y avoir les 15, j'ai pas compté, mais on a peut-être fait 10 empannages, 3-4 virements. Des changements de voile d'avant, on en a peut-être fait 6 ou 7. Enfin voilà, c'était un Ce rythme de bateau, manœuvre il qui est est quand même énergivore, quoi. compliqué. En fait, ouais, tu tournes les manivelles tout le temps. Et quand Gilbert parle de fatigue, il y a un moment où tu t'es dit, ça y est, je vais trop loin. Comment Ouais, comment- tu as eu comment des peux- hallucinations, non? Ouais, j'ai dit à la fin de la course, j'ai eu des alus. Donc clairement, j'avais dit justement en amont de la course, et je l'avais déjà dit avant le Vendée Globe, parce que j'ai eu des alus déjà en Figaro. Je pense que tous les figaristes en ont eu. Oui. Et en IMOCA, je m'étais toujours dit, attention, faut pas aller trop loin, il faut rester frais parce que c'est des grands bateaux et il faut pas faire de bêtises. Donc, j'ai quasiment jamais eu, je pense, que j'ai jamais eu d'alus en IMOCA. Et là, je m'étais dit, sur un multi comme ça, faut être encore plus frais et Et lucide. t'en as eu. Et là, j'ai Ça eu des t'inquiète alus Ça sonores. t'inquiète Ah bah au moment où ça t'arrive, ça m'inquiète parce que je me dis là je suis cramé. S'il arrive quelque chose sur le bateau, je suis quand même à un pourcentage de mon potentiel physique et mental qui est pas le meilleur. Quand tu as des alus, c'est quand même que le cerveau il a besoin de se reposer. Voilà, et ça veut dire que c'est quand même parfois sur le fil du rasoir, et c'est une transat, donc on peut imaginer ce que ça peut être à l'échelle d'un tour du monde, ce qui est votre projet ultime. Et ouais, bien sûr, c'est vrai que sur du plus long terme. Mais encore une fois, j'imagine bien que le tour du monde ne va pas être facile, hein, je me fais pas d'illusions. Ceci dit, on fait le tour du monde dans le bon sens. Il y en a qui l'ont fait en multicoque dans le mauvais sens. Hein. J'ai pas envie de le faire et en tout cas, je serais absolument incapable de le faire au rythme où on a fait cette transat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux le faire différemment, tu changes pas de voile. Nous, quand on traversait une dorsale, après la dépression, on passe le front, on traverse la dorsale, on mettait toute la toile. Que si tu es fatigué, tu relances pas la toile et tu vas dormir. Hein. C'est aussi possible. Là, tu as été vite parce que tu as été super bien challengé par Thomas Coville. Oui, c'est sûr que la course, elle a été magnifique grâce à ce joli duel qu'on a eu avec Thomas. Voilà, pour un compétiteur, on peut jamais rêver mieux qu'un duel comme celui qu'on a vécu. Évidemment, ça te pousse à aller un petit peu plus loin et à donner du meilleur de toi-même. C'est vrai qu'on dit que pour faire un beau vainqueur, il faut aussi un beau second. Mais est-ce que Thomas, il a un bateau finalement, ce qui est l'ex-Geronimo reconditionné, enfin complètement transformé? Est-ce qu'il a un bateau capable de relever un peu le challenge face au tien et aux nouveaux ultimes? Je pense qu'il a un super bateau. Ils ont fait du super boulot à partir de la base de Geronimo. Je pense que c'est un bateau qui va très vite dès qu'il y a du vent. Ça, c'est une évidence. C'est un bateau qui est lourd, qui est puissant, qui va même probablement peut-être plus vite dans certaines conditions que le trimaran massif. Après, c'est un bateau qui est peut-être plus difficile. Il est plus lourd, donc les voiles sont un peu plus grandes. Tout est un petit peu plus dur. Et peut-être dans ce cas-là, dans les transitions ou quand le vent est un petit peu plus faible, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Alors après, dire que qu'il est moins bon ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il reste très rapide et on en a souffert là pendant la transat, même pendant la transat Jacques Vabre. On sait que par exemple le début de la course pendant la Jacques Vabre, nous on découvrait aussi le trimaran massif, mais voilà, quand il part dans du vent fort dans le golfe de Gascogne, on avait du mal à le suivre, on n'y arrivait pas. Quoi. C'est vrai qu'une journée, il a fait 676 000 en 24 heures, ce qui est à quelques milles du record d'Armel. Non, il est capable d'aller très vite. Et c'est vrai que peut-être dans les petites conditions, on a un bateau qui est un peu plus léger. Dans les conditions un petit peu plus faibles, on a peut-être un petit avantage. Dis donc, Gilbert nous parlait tout à l'heure de Grand Chelem. Est-ce que dans ta I Love Me Room, tu sais, sur ton étagère où tu as tous tes trophées, il y en a un qui t'est plus cher que les autres? Non, c'est dur. C'est dur de les classer parce que toutes ces courses, elles sont toutes différentes. Alors j'ai plus d'étagère où je mets mes trophées. J'en avais quand j'étais petit chez mes parents. Quand tu parles de ça, voilà, à la limite, ma première petite coupe que j'ai gagnée quand j'étais en opti, j'en étais fier à l'époque comme jamais. Et elle a toujours une valeur pour moi en tant qu'adulte, mais elle a une valeur particulière. Donc voilà, c'est difficile de les comparer. Elles sont toutes belles. Évidemment, la Transat anglaise, le Rhum, le Vendée, Jacques, c'est vrai que c'est des courses où j'ai donné beaucoup d'énergie, j'ai donné beaucoup de moi. Mais j'ai pas envie de les classer parce qu'elles sont toutes belles et elles sont toutes chouettes. D'accord, François. Là, tu vas repartir à la conquête d'un autre trophée. En fait, le record, tu viens de le donner. Hein. C'est celui de Francis, donc 5 jours, 2 heures, 56 minutes. C'est un sacré chrono, donc il faut trouver la bonne fenêtre météo et puis il va falloir aller le chercher, non ? Ouais, c'est un record qui est compliqué. C'est un record qui est compliqué parce que c'est déjà Armel, le clash avec Banque Populaire avait
essayé de le battre en 2014 sur un exact. bateau qui est quand même qui est très performant. Il n'a pas eu la fenêtre, il n'a pas réussi à. Enfin, il n'a pas eu de fenêtre pour partir. Mais tout ça pour dire voilà, que c'est des records qui sont pas simples. C'est pas juste je m'y mets et puis on a des bateaux plus récents et on, non, Voilà. non, on n'est pas là. Après, il y a certainement plein de records dans le monde, entre des îles, je sais où, dans l'Indien ou dans le Pacifique, qui sont probablement assez faciles à battre, mais celui-là, il l'est pas. Tant mieux. Je pense que voilà, je suis un compétiteur et j'aime bien quand c'est compliqué. Donc c'est un exercice différent qui te. C'est complètement différent. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais tenté de record. Là, je suis en stand-by. Donc là, on peut m'appeler, grosso modo. Demain, je monte. Alors, je sais que là, il n'y a pas de fenêtre jusqu'à mercredi prochain, à peu près. Tu regardes les fichiers ou on les regarde pour toi? Jean-Yves Bernot, donc, qui était le routeur sur la Transat anglaise, qui sera aussi le routeur pour le record. Et qui était le routeur de Francis Joyon. Et qui était le routeur de Francis quand il a battu le record, je crois, en 2012 ou en 2013. Donc, il connaît bien l'exercice. Lui, pour le coup, Jean-Yves, il en a fait un paquet de stand-by. Donc, il sait très bien ce que c'est. C'est bien parce que moi, j'ai pas forcément cette habitude. Et donc, on regarde la météo. Alors, moi, je la regarde évidemment tous les matins. Jean-Yves aussi. On sait que là, il y a une petite période où il y a 4-5 jours, ça paraît compliqué. En tout cas, nous, on n'a pas pris l'option d'aller à New York parce que le principe, c'est que je fais le stand-by en Europe. Et toute l'équipe aussi est en Europe. Donc, on regarde. Et si jamais il y a une fenêtre, on monte dans un avion. Et qu'il n'y a plus de Concorde, il faut au moins 6 heures de vol. Comment ? Et qu'il n'y a plus de Concorde, il faut au moins 6 heures de vol. Il faut au moins 6-7 heures de vol. T'as du monde qui est resté à New York à non, préparer le bateau? Non, il y a personne. Alors, j'ai une partie de l'équipe qui retourne la semaine prochaine pour faire un check. On a quitté le bateau il y a maintenant 15 jours. Si jamais il y a une fenêtre à ce moment-là, ça serait parfait parce que du coup, il y a déjà du monde sur place. Et puis sinon, on part à 4 ou 5 dans un avion. Et vous vous souvenez du record de Pascal Bilgori? Je crois qu'ils ont pris l'avion. Oui. Ils ont débarqué de l'avion, ils ont sauté dans le bateau, je crois. Oui. Et Franck aussi, ça avait été ça, quoi. Ça avait été vraiment rapide. Gilbert, il y a ce record-là, mais il y en a d'autres. Il y a le Jules Verne qui va venir. Et est-ce que le bateau de François ne serait pas habilité pour tenter peut-être cet hiver un Jules Verne en équipage? Non, alors c'est pas prévu. Tu veux pas? Non, on n'est pas prêt pour ça. Le programme, il est lancé déjà depuis quelques années. Solitaire. Donc on va tenter ensuite, après cette tentative de record de l'Atlantique, on va tenter le record de la Méditerranée. Donc ça, c'est au mois de septembre-octobre à la rentrée. Ça, c'est un record qui est détenu donc par Armel sur Bank Pop en octobre 2013. Donc on va tenter le record de la Méditerranée. Ensuite, on va revenir en Bretagne. On va remettre le bateau en chantier pour préparer le tour du monde l'année suivante. Alors, pourquoi on part pas l'hiver prochain? Tout simplement parce qu'on n'est pas prêt. Le bateau, en effet, a traversé l'Atlantique, mais préparer un tour du monde, c'est pas rien, surtout sur ces bateaux-là. Et voilà, il faut arriver à un degré de fiabilité, un degré de fiabilité dans les systèmes sur du long terme qu'on n'a pas forcément aujourd'hui avec le trimaran massif. Donc voilà, ça sera en solo l'hiver suivant. Gilbert, des choses à New York, il s'en est passé parce que donc il y a eu l'arrivée de la Transat. Il y a eu son arrivée magique. Il y a eu l'America's Cup il y a quelques jours et il y a eu dimanche dernier le départ de New York-Vendée. Oui, New York-Vendée, ils étaient 14 au départ, dont 7 foilers. C'était un grand warm-up, un tour de chauffe avant le Vendée Globe. Et puis tout de suite, une sélection un petit peu par la casse, puisque 4 concurrents, Armel Lecléache, Morgan Lagravière, Jean-Pierre Dick, Yann Eliès ont dû effectuer un retour au stand. Suite à des collisions, tu me diras, les baleines ont bon dos, Jimmy. Elles étaient là, je crois. Elles étaient vraiment là, les baleines. T'en as vu, toi? Non, alors j'en ai pas vu, mais c'est vrai que c'est une zone où il y a beaucoup de baleines. Sur la Transat anglaise, on avait une zone interdite, qui est une zone près du Nantucket, là, qui est une zone de reproduction des baleines. Là, ils n'étaient pas là, mais voilà, c'est une zone où il y a des baleines. Alors, c'est un vrai. Moi, potentiellement, j'y passe dans quelques temps. Je me pose vraiment la question. On sait pas. On essaie de se renseigner justement avec Jean-Yves pour savoir est-ce qu'on sait où elles sont, où il y en a le plus, où est-ce qu'on peut passer pour pas les embêter, parce que ces pauvres bêtes, elles ont bien le droit d'être là et on n'a pas envie de leur faire du mal. Mais les amis, malgré tout, beaucoup de casse quand même. Du coup, Armel Lecléache, lui, a jeté l'éponge. Les autres ont repris la mer récemment. Et puis, pour faire vite, donc, on va dire que c'est un Anglais qui mène la danse, c'est Alex Thompson, qui mène donc devant Jérémy Bayou et puis Sébastien Josse avec groupe Edmond Rothschild. Et eux, ils sont sur une trajectoire très nord. Ils ont empanné pour aller chercher une bascule au nord-ouest, près du front. Et donc, ils sont sur la route la plus rapide, mais aussi la plus vantée. Et il y a Paul Meillat, qui lui est quand même 4e et un peu plus loin sur une trajectoire plus sud. Alors, on imagine que François, tu suis ça avec beaucoup d'intérêt. Ouais, j'ai regardé ça. Ce que fait Alex, c'est assez impressionnant. J'avoue qu'il a pas eu beaucoup de compétition ces dernières années, parce qu'il a été obligé d'abandonner sur la Jacques Vabre. Je ne pensais pas qu'il arriverait à être
aussi bon niveau aussi vite. Oui. Il est assez impressionnant, son bateau est magnifique. Ah, c'est vrai. Et c'est vrai que même techniquement, a priori, il n'a pas de problème sur le bateau, ou en tout cas, il le dit pas. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est assez exceptionnel. C'est préoccupant quand même, à H-3-4 mois du Vendée Globe, tous ces abandons précoces. C'est dur à dire. Là, il y a eu pas mal d'abandons qui sont dus à des chocs. Oui, C'est possible sur le Vendée, hein, et ça c'est arrivé et ça arrivera. Après, voilà, la raison, il faut bien voir les raisons des abandons. Et si c'est des raisons à cause des OVNI, alors on peut imaginer qu'il y en aura moins sur le Vendée Globe, mais il y en aura. On peut s'inquiéter du fait d'avoir de plus en plus d'OVNI et de chocs avec les OVNI, hein, parce que c'est vrai que plus les bateaux vont aller vite, malheureusement, alors il y a les baleines, et ça j'espère qu'il y en aura de plus en plus dans l'océan. Il y a aussi des containers, des billes de bois, des choses qui ne devraient pas forcément être là. Qui font partie des impondérables. Et malheureusement, il y en a de plus en plus. Hein, donc c'est vrai que les bateaux vont de plus en plus vite et il y a de plus en plus de choses dans l'eau. On n'a pas aujourd'hui techniquement de système qui permettrait de les détecter et de les éviter. Donc voilà, ça fait partie malheureusement des risques qui existent à la navigation sur nos bateaux. Et je sais que ça peut m'arriver et ça fait partie du jeu. Et du coup, Jimmy aussi, certains jouent la précaution. Par contre, tu vois, Armel Lecléache, qui lui a gagné la Transat anglaise, il y a un foil qui est abîmé. Le puits de foil aussi, il préfère rentrer en convoyage et puis tirer d'autres enseignements avec son équipe. Et rentrer avec son médiaman, justement, Gilbert. Le médiaman. Il y a eu une polémique au départ de New York où certains équipiers embarqués pour faire des images étaient surbardés de diplômes et surbardés de compétences. Alors oui, Jimmy, ça on peut le dire. Effectivement, on va remettre les choses en perspective. Effectivement, quand tu dis Philippe Legros, Fabien Delahaye avec Jean-Pierre Dick, Kevin Escoffier avec Armel Lecléache, ont plus le profil de responsable de la performance que de reporter d'image. Et c'est un peu ce qui a allumé, qui a mis le feu aux poudres. Idem aussi pour Yann Rioux, qui était prévu aux côtés de Sébastien Josse et qui, lui, a été un médiaman pendant 2 Volvo et un trophée Jules Verne. Enfin, toujours est-il, pour faire bref, Yann Eliès, qui, lui, était tenu de courir en solitaire parce qu'il doit valider son ticket pour le Vendée, a rué dans les brancards. La déclaration sur l'honneur de non-participation à la bonne marche du bateau par les médiamens n'a pas calmé les esprits. Et puis donc, comme tu l'as dit, Jimmy, la polémique a agité les pontons plusieurs jours. Les teams ne se sont pas mis d'accord. Bonjour l'ambiance. Et au final, il y a quand même 3 journalistes, 3 médiamens qui ont embarqué. Fred Plisson, donc, qui est de iTélé, Romain Bolzinger de TF1 et Stanislas Le Turet, qui est un indépendant, mais un coureur en mini. Voilà. François, un petit mot. Tu crois que c'est l'avenir, ces équipiers embarqués pour faire vivre l'aventure de ces solitaires ? Je ne sais pas si c'est l'avenir. En tout cas, c'est vrai que les images qu'on voit des médiamans, qu'on porte de la Volvo ou de la tentative de record de Spinrix cet hiver, c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve ça chouette. Après, c'est compliqué en solitaire. C'est vrai que j'espère que sur le Vendée Globe, il n'y aura jamais de médiaman, clairement. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Il faut arriver à trouver. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée d'essayer de mettre des médiamans sur nos courses. Il y a certaines courses où peut-être on peut pas. Celle-là, peut-être à quelques mois du Vendée, peut-être une bonne occasion de faire de belles images. Oui, c'est peut-être une bonne occasion. Je sais pas. Après, j'étais pas dans les histoires et les polémiques de la semaine dernière, donc je suis un petit peu loin du sujet. Je sais pas ce qui s'est passé. Un petit mot sur l'actu de la semaine avec la Squadra Massif qui domine aussi la série Figaro. Ah ouais, là ils ont fait un bon carton. Hein, ça sur la Holmer Cup là. Il y avait une course en Figaro au Havre et il y a donc Charlie Dalin et Johan Richomme, les 2 skippers massifs sur le circuit Figaro qui font 1 et 2. Oui, un seul point les séparait. Charlie a été assez impérial dès le début et puis Johan, qui est l'orienté, lui a donné du fil à retordre. Et Gilbert, les belles performances aussi de Franck Camas sur le lac de Garde en préparation de l'America's Cup. Oui, qui s'est imposé en GC32, effectivement, donc une victoire tricolore, Jimmy. Tu suis ça ? Forcément, on suit ça. Là, j'ai regardé les images sur le lac de Garde. J'adore cet endroit et ces bateaux, ils sont magnifiques. Quand tu vois les images de départ au reaching, j'ai vu Sébastien Coll aussi qui était à bord d'un bateau tout à l'heure. C'est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça génial. Yann Guichard a fait 6e, je crois. Avec on quitte jamais le Café de la Marine sans un ado ou une refus. On aurait aimé aussi te parler un jour, si ou pas, tu allais venir sur l'America's Cup. Et Gilbert, tu commences. Il a le temps. Voilà, toi, ton ado.
Moi, je commence. Mon ado, écoute, elle est pour Denis Auro. Il y a aussi quelques turbulences, décidément, du côté du Vendée. Denis Auro qui a démissionné de son poste de directeur de course du Vendée et qui sera remplacé par Jacques Carès, donc le charismatique marin du Nord Finistère. Et on peut saluer Denis, quelles qu'en soient les raisons, qui a assuré la direction de course sur 3 éditions et la première en 1989-90, remportée par Lamazou. Donc, salut Denis quand même. Avec Eric Coquerel et Vincent Borde, François. J'avais pas pensé à ça, mais dans ce cas, moi, je mets une refusante pour les turbulences du Vendée, parce que c'est vrai que ça a l'air un peu compliqué en ce moment pour une course qui m'est particulièrement chère. Mais je suis plutôt un optimiste et je sais qu'en général, après les refus, il y a des ados. Donc voilà, ça va revenir. Écoutez, moi, ce sera sur, sur les mottes maintenant, parce qu'ils arrivent à empanner sur leur foil. Maintenant, ils virent. J'ai sur mis leur plus en plus branché. J'ai fait mon premier foiling tack hier après-midi. Voilà. Bon, écoute, c'est toi, mon ado. C'est toi, mon ado, c'est toi, l'ado du tout le Café de la Marine, François, parce qu'on était très, très heureux et très contents que tu sois avec nous une petite demi-heure. On aurait aimé que ça dure plus longtemps. C'était le Café de la Marine du Télégramme. On vous embrasse et on vous retrouve dans 15 jours. Salut, bye bye. Salut. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique. J'ai dépassé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao.